Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Voilà, mettez-vous en ligne. Nous allons nous laisser en même temps. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Excusez-moi. Voilà. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Chers parents. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez-le massivement. Partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement. Partagez-le massivement. On va se laisser. Partagez le direct. Partagez le direct, on va se laisser. Partagez-le, on se laisse. Partagez-le, on se laisse. Donnez-moi mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles. On va faire le rapport du jour. Je sais pas, mon Facebook déconne. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais me connecter. Ça vient de se déconnecter tout à l'heure. Je n'arrive pas à me connecter là. C'est bizarre quand même. Mais bon, je vais revoir ça après. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez-le massivement, partagez-le massivement, partagez-le massivement. En quitter ici. Partagez-le et invitez vos amis à s'abonner sur ma page Guégué Complet. Donnez-moi mes étoiles, s'il vous plaît. Donnez-moi mes étoiles, donnez-moi mes étoiles, donnez-moi mes étoiles. L'incontournable. L'incontournable. Gobson, Ifez, Ayo Atea, Ingoni Woody. Ingoni, on est ensemble. Connectez-vous. 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 Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Invitez vos amis à s'abonner massivement. Invitez-les à s'abonner massivement. Voilà. Alors, donc, nous allons rentrer dans le but du sujet. On ne va pas trop durer. Ce n'est pas une vidéo pour durer là. Mais c'est une vidéo pour préciser les choses. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué Complet tout terrain. L'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas froid aux yeux. L'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein de Royal Padrino, Camari Dezo ou la Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de l'Ukraine. Parce qu'il y a eu une contre-offensive ukrainienne dans la région de Nikolaev et de Kherson. Voilà, il faudrait que ça soit clair. Donc il y a eu une contre-offensive dans 5 directions. Voilà. Pourquoi il y a eu cette contre-offensive ukrainienne? Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive? Mes frères et sœurs, c'est tellement clair, c'est très clair. Vous savez, l'aide militaire ukrainienne de la part des Occidentaux a chuté de 70 à 80%. Parce que les Occidentaux ont constaté qu'en aidant les Ukrainiens, eux-mêmes, ils se démilitarisent. Eux-mêmes, ils sont en train de vider leurs armes pour donner ça aux Ukrainiens. Et en retour, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter beaucoup d'armes pour s'armer.
Parce qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait. Et donc, leurs armes qu'ils avaient pour se défendre au cas où il y aura un problème, ils prennent ces armes-là pour donner ça aux Ukrainiens. Donc, ils ont constaté que depuis 6 mois, ils ne font qu'envoyer des armes, des armes, des armes. Ils arment les Ukrainiens, mais les résultats sur le terrain, ça ne leur inspire pas confiance en fait. Ils voient que l'Ukraine qui dit, bon, elle est capable de chasser les troupes russes dans les différentes villes occupées, mais l'Ukraine n'arrive pas à lancer une contre-offensive pour reprendre ces villes. Côté de Kiev, là, c'était les Russes eux-mêmes qui s'étaient retirés. Ce n'est pas une bataille qu'il y avait eu entre l'armée ukrainienne pour repousser l'armée russe jusqu'à sur le territoire biélorusse. Non, ce sont les Russes eux-mêmes qui s'étaient retirés pour se repositionner vers l'Est. Donc depuis ce jour, les Européens envoient des milliards. Ils envoient des trucs, quand je dis européens, il y a les Américains, Anglais, tous les pays européens. Et en dehors de ça, il y a des pays non européens qui aident aussi l'Ukraine. Mais depuis qu'ils envoient ces milliards, cet argent, le renseignement, même ils envoient des mercenaires à travers le monde, mais l'Ukraine n'arrive pas à arracher ces villes dans les mains des Russes. Au contraire, ce sont les Russes qui avancent lentement mais sûrement. Et donc, d'autres sont découragés. Beaucoup de pays sont découragés. Et donc, d'autres ont commencé à dire, donc, eux, ils ne veulent plus financer l'Ukraine, ils ne veulent plus envoyer des armes. D'où cette convocation américaine et anglaise le mois prochain. Donc, les Américains et les Anglais ont convoqué une réunion d'urgence pour l'aide à l'Ukraine. Parce que les Américains et les Anglais constatent que les pays européens baissent les bras. Ils ne sont plus trop actifs. Depuis le début, ce qu'ils faisaient, ils ne font plus ça. Et donc, ce sont les Américains et les Anglais qui sont actifs. Et eux seuls, Anglais et Américains, eux seuls, ils ne peuvent pas obtenir les résultats qu'ils veulent. C'est-à-dire les résultats de vouloir affaiblir la Russie et tout. Et donc, ils voient que les pays européens commencent à relâcher, à lâcher truc en Ukraine. Donc, ils se disent, non, il faudrait qu'on convoque une réunion pour les mobiliser, pour leur demander de soutenir l'Ukraine, car il s'agit là de la défense de la démocratie. Et donc, il y a eu une réunion le mois prochain, convoquée par les Américains et les Anglais, pour pousser les pays occidentaux à toujours soutenir l'Ukraine, à ne pas baisser les bras. Et donc, l'Ukraine veut aussi montrer à ces pays occidentaux qu'elle est capable de lancer une contre-offensive, elle est capable de reprendre des villes. Et donc, avant cette réunion, il faudrait que l'Ukraine montre aux Occidentaux que non, elle est capable de faire certaines choses. Et que l'aide occidentale, cette aide ne va nulle part. Et que voilà, ces armes qu'on leur donne, ce sont des armes pour reprendre des villes. Donc, ils voulaient impressionner les Occidentaux. Ils voulaient fasciner les Occidentaux pour dire non, ne nous lâchez pas, soutenez-nous, nous sommes capables de prendre Kherson, nous sommes capables de chasser les Russes dans cette ville. Voilà l'une des raisons, parce qu'il y a d'autres raisons, l'une des raisons qui a poussé le gouvernement ukrainien à donner l'ordre aux forces ukrainiennes. Je peux dire qu'il n'y a plus de forces ukrainiennes, ce sont des milices. Ce sont des étrangers qui combattent là-bas. Voilà, ces gens qui font le truc, qui sont face à la Russie, ce sont des étrangers. Ce sont les militaires de l'OTAN qui sont face à la Russie en Ukraine en ce moment. Donc, l'armée ukrainienne n'existe plus. Voilà, ceux qui font face à la Russie, ce sont des militaires de l'OTAN. La majeure partie de ceux-là, ils parlent anglais, ils parlent d'autres langues. Il n'y a que peu d'Ukrainiens là-bas. Parce que les vrais Ukrainiens, d'autres ont commencé à fuir, d'autres déposent les armes, ils ne veulent plus aller au front. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu. Maintenant, la seconde raison, c'est que dans 10 jours, il y a un référendum dans la ville de Kherson. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un référendum dans la ville de Kherson. Donc, Kherson va décider si cette ville va se rattacher à la Russie, c'est-à-dire si ça va faire partie d'une ville russe ou bien si ça veut être une ville indépendante vis-à-vis de l'État ukrainien. Donc, en voyant ça, les Ukrainiens, ils refusent. Et les Européens refusent parce qu'ils se disent que si jamais il y a
le référendum et que la ville choisit de faire partie de la Fédération de Russie, c'est comme si Kherson devient une ville russe. Et donc, en aucun cas, la Russie va encore accepter que l'Ukraine reprenne cette ville. Donc, si l'Ukraine reprenne cette ville, c'est comme si l'Ukraine rentrait sur le territoire russe pour conquérir une ville russe, pour arracher ça à la Fédération de Russie. Et devant les Russes, c'est inadmissible. Devant les dirigeants russes, c'est inadmissible. Et si Kherson fait partie de la Russie, et que l'Ukraine tente d'attaquer Kherson de façon massive avec l'aide de l'OTAN, c'est comme si l'OTAN aidait les Ukrainiens à bombarder une ville russe. Et donc, il y aura une riposte à une taille pas possible. Et donc, pour éviter qu'il y ait le référendum, voilà encore la seconde raison qui pousse les pays membres de l'OTAN à dire à l'Ukraine, lancer une contre-offensive pour empêcher le référendum, pour mettre l'insécurité au sein de la ville. Parce que s'il y a la bataille autour de Kherson, s'il y a des frappes sur Kherson, il n'y aura pas de référendum. Et donc, les gens, les référendaires, c'est-à-dire les référendaires, ils vont annuler cette histoire de référendum. Et ils vont proroger cela. Donc, l'objectif, c'est d'empêcher la ville de Kherson de faire un référendum. Parce qu'ils savent que si référendum il y a, les gens vont voter pour la Russie. Ils vont vouloir intégrer la fédération de Russie. D'où cette précipitation des trucs du gouvernement ukrainien et l'aide occidentale qui ont poussé les militaires sur le terrain de lancer une contre-offensive. Et la troisième raison, parce qu'il y a trois raisons. La troisième raison, c'est laquelle? C'est que l'armée russe est en train de d'aller à Nikolaïev. Je vous ai dit, il y a eu 5 trucs, une contre-offensive dans 5 directions différentes. Une vers Nikolaïev et 4 vers Kherson. Pourquoi Nikolaïev? Vous allez dire, mais Nikolaïev, ça est sous contrôle, le truc ukrainien, oui. Mais la Russie vient de prendre des villages appartenant à la région de Nikolaïev. Les forces russes ont pris des villages appartenant à la région de Nikolaïev. C'est-à-dire, les forces russes sont à 10 km de la ville de Nikolaïev. Parce qu'avant, il y a 5 jours, ils avaient atteint la frontière entre Nikolaïev et Kherson. Maintenant, ils ont dépassé la frontière. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans la région de Nikolaïev. Et la bataille se passe là-bas. Et l'armée russe avance très vite. L'armée ukrainienne perd du terrain. Ils sont là démanteler les lignes de défense ukrainiennes. Et en voyant cela, les Occidentaux, ils ne veulent pas accepter que l'Ukraine perde le contrôle de la mer Noire. Parce que si l'Ukraine perd le contrôle de la mer Noire, c'est fini. Ils vont abandonner l'Ukraine. Parce que eux, leur objectif, c'est d'embêter les Russes au sein de la mer Noire. Ils ne veulent pas laisser cette mer dans les mains des Russes uniquement. Ils veulent que l'Ukraine ait au moins une part du contrôle sur la mer. Comme ça, si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, alors les navires de l'OTAN ou de l'UE vont venir embêter les Russes et tout. Parce que si la Russie contrôle la mer Noire et tout, c'est une manne. Parce que les gens vont aller, comment on appelle ça, faire du tourisme. Ce sont des villes qui sont au bord des mers et ça sera des jolies villes. Ils vont aller faire du tourisme. Donc tout ça, ça va envoyer de l'argent à la Russie. La Russie va développer ses ports. Et donc tout ce qui est en Ukraine, pour que l'Ukraine puisse faire traverser ses marchandises, l'Ukraine sera dans l'obligation de coopérer avec la Russie. Et donc cette séparation de l'Ukraine et de la Russie n'aura pas lieu. Parce que c'est ce que les Occidentaux pensent. Leur réflexion, leur vœu, c'est qu'ils veulent séparer l'Ukraine et la Russie de façon définitive. Mais si la Russie prend le contrôle de toutes les mers, l'Ukraine ne pourra pas s'en passer de la Russie parce qu'elle sera dans l'obligation d'avoir des accords avec la Russie, de traiter avec la Russie pour faire passer ses marchandises sur la mer. Et les Européens, ils ne veulent pas ça. Mais les Russes, eux, leur objectif, c'est de prendre Odessa.
Donc, en ce moment-là, dans les périphériques de la ville de Nikolaev, la bataille se passe là. Aujourd'hui, il y a eu un grand pilonnement, pilonnage. Ils ont pilonné la ville de Nikolaev. Pendant des heures, les avions russes étaient sur la ville en train de bombarder massivement la ville. Ils ont massivement bombardé la ville de Nikolaev. D'où cette contre-offensive. Donc, c'était une manière d'empêcher les troupes russes qui avançaient sur la ville de Nikolaev de continuer. Et donc, en lançant la contre-offensive de l'autre côté, ça allait retarder les troupes russes qui étaient déjà dans la région de Nikolaev de continuer. Et donc, ils allaient se retourner pour dire, bon, ils vont défendre leurs arrières, en fait. C'était ça l'objectif. Mais malheureusement, cette contre-offensive s'est tournée au vinaigre. C'est tourné au vinaigre. Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Ukrainiens ont commencé la première ligne de défense, les Russes ont laissé la première ligne de défense parce que, je tiens à vous rappeler, que la meilleure armée en matière d'artillerie dans le monde, c'est les Russes. Voilà, chacun est spécial dans son domaine. La meilleure armée en matière d'artillerie dans le monde, ce sont les Russes. Ça, vous allez partir partout, vous allez passer partout, les gens vous le diront. Il faudrait que ça soit prêt. Donc, la première ligne de défense, les Russes ont reculé. Donc, les Ukrainiens ont avancé de 5 km. Et l'artillerie russe a commencé à faire son effet. 560 militaires ukrainiens ont perdu la vie. Je ne vais pas prononcer le mot truc, vous connaissez Facebook. Donc, 560 Ukrainiens ont perdu la vie. Donc, ils ont arrêté leur avancée immédiatement. Donc, ça a été la chair à canon, en fait. Ça a été la chair à canon. Donc, 560. Plusieurs blessés. En ce moment où je vous parle, l'hôpital de Nikolaev lance un SOS aux médecins pour venir les aider à soigner les blessés. Parce qu'il y a eu des milliers de blessés. Donc, imaginons 560 personnes disparues, éliminées. Il y a combien de blessés? Il peut y avoir au moins 2000 à 3000 personnes blessées qui doivent se faire soigner en ce moment. Donc, les gens disent que l'hôpital est rempli et que les médecins ne sont pas assez pour soigner les militaires qui sont blessés. Et ils lancent un SOS aux médecins qui peuvent venir aider les blessés pour les faire soigner. Bilan, 560 personnes anéanties en moins de 5 heures de temps. Ce n'est pas un truc qui a duré toute la journée. Non, non, non. En moins de 5 heures de temps, 560 militaires ukrainiens anéantis. Parce que quand ils ont lancé la contre-offensive, les Russes ont fait sortir la grosse artillerie. Les avions décollés de la Crimée. Est-ce que vous comprenez? Crimée. Donc, il y a eu une base aérienne là-bas. Donc, les avions ont décollé. Bon, ils n'ont pas fait décoller beaucoup de trucs. Ils ont fait décoller le MiG. Le MiG-28. Donc, c'est un hélicoptère Hunter. Donc, c'est un hélicoptère, c'est un chasseur de nuit. Donc, qui est rempli de trucs de guerre électronique. Donc, ils ont fait décoller le MiG-28. Ils ont fait décoller le K-52. Donc, c'est aussi un hélicoptère chasseur de jour et de nuit. Le Mi-28, c'est un chasseur de trucs de jour et de nuit, mais sa spécialité, c'est un chasseur de nuit et tout. Et ce sont des hélicoptères qui sont remplis de guerre électronique parce qu'au début, les Russes, les premiers hélicoptères qui étaient partis sur le front ukrainien, ils n'avaient pas mis de guerre électronique là-dedans. Donc, ça faisait que les MAMPAD, c'est-à-dire les missiles anti-aériens portatifs livrés par les Américains aux troupes ukrainiennes, ainsi que les troupes américaines qui sont là-bas, les soi-disant mercenaires, ils arrivaient à verrouiller les hélicoptères pour les abattre comme des trucs. Mais maintenant, comme c'est rempli de guerre électronique, les MAMPAD n'arrivent pas à verrouiller parce qu'avant d'abattre l'hélicoptère, il faudrait que ça soit verrouillé. Or,
Ces hélicoptères ont des trucs, sont remplis de gains électroniques. Ce sont des systèmes que les Russes ont placés et s'empêchent les manpads de les verrouiller. Et donc les Ukrainiens, ils sont incapables de les abattre en ce moment. Ils ont les trucs, mais pour les verrouiller, pour lancer le missile, parce que ce ne sont pas des missiles à tête, trucs chercheuses. Ce ne sont pas des missiles qu'on lance et puis les têtes cherchent un truc la cible. Non, avant d'abattre la cible, il faut verrouiller. Or, si la cible n'est pas verrouillée, tu lances, l'hélicoptère, lui, il est en déplacement. Donc, si tu lances et que l'hélicoptère part, le missile, lui, il traverse, il s'en va seul. Or, si c'est verrouillé, quand tu lances le missile, ça poursuit l'hélicoptère pour l'abattre. C'est comme ça. Et donc, ils n'arrivent pas à les verrouiller. Et donc, du coup, ils ont tous les problèmes. Donc, ils ont décollé de la Crimée. Ils ont fait une bouchée, je vous le dis. Alors, 26 chars anéantis en moins de 5 heures de temps. Donc, ils ont anéanti 26 chars. 23 véhicules blindés de troupes, de transport. Donc, vous connaissez les cargos. Hein? Les trucs comme ça, où on met les militaires pour les transporter, pour aller au front. Vous comprenez? Ils ont anéanti ça. Imaginons combien de militaires qui se trouvaient. Ça, 23 véhicules, cargo. Ah, imaginons combien de militaires qui se cachaient là-dedans. Chaque véhicule est rempli. Hein? Vous connaissez les cargos là. Quand ça va au front, ils sont remplis dedans derrière. 23 anéantis. 2 avions de guerre Sukhoi 25 abattus. Hein? 2 avions de guerre Sukhoi 25 abattus. Et 9 véhicules légers détruits. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a eu des systèmes de trucs d'obusiers américains qui ont été détruits et tout ça. Et le siège du commandement de trucs de Nikolaev a été détruit. Zelensky avait tenu un truc pour dire ça a été frappé. Ça a été frappé, le siège a été frappé. Et donc, l'Ukraine manque de pilotes. L'armée ukrainienne n'a plus de pilotes. Vous savez ce qui se passe? Les pilotes afghans que les Américains avaient formés quand ils étaient en Afghanistan, avant de partir, ils avaient pris ces pilotes pour partir en Amérique. Ce sont ces pilotes afghans qu'ils demandent, ils les transportent des États-Unis pour les envoyer en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Non, l'armée ukrainienne n'a plus de pilotes parce que tous les pilotes, l'armée de l'air ukrainienne a été anéantie par l'armée russe. Et donc, ils n'ont plus de pilotes. Qu'est-ce qu'ils s'en vont chercher des pilotes afghans? De peur, parce que les pilotes des pays membres de l'UE qui ont essayé, ils ont vu que leurs avions ont été abattus vite fait, ils sont morts. Et donc, du coup, quand on propose aux pays européens de piloter les avions, ils refusent. Hein, les soldats, ils voient que, tiens, en matière de système de défense, si tu es dans un avion en Ukraine, tu veux bombarder les Russes, c'est pas sûr que tu reviens, tu repartes ton truc chez ta famille vivante, ou bien vivant, parce que là, un missile Buk peut sortir de nulle part, ou bien un missile S-300 peut sortir de nulle part, ou bien, je sais pas, ou bien un avion peut quitter de nulle part pour abattre ton avion. Et donc, eux tous, ils ont peur. Et ils s'en vont prendre les Afghans qui avaient été formés par les Occidentaux en matière de conduite des avions pour venir piloter les avions ukrainiens. Donc, voici ce qui se passe à Tia. Donc, les gens qui combattent en Ukraine, là, ce ne sont plus les soldats ukrainiens. C'est une question de trucs. Donc, ça s'internationalise. Où les Afghans maintenant deviennent pilotes ukrainiens. Et tout, même les soldats même qui sont sur le front, ce ne sont plus des Ukrainiens. Les Ukrainiens, l'armée ukrainienne a été détruite. Ce n'est plus l'armée ukrainienne qui est au front. Ce sont des mercenaires. Je peux dire des soldats de l'OTAN qui sont là-bas. Mais ils se cachent. Ils se cachent, ils ne disent pas que non, ils sont en guerre avec la Russie. Ils disent non, ce sont des volontaires qui sont là-bas, des volontaires. Mais bon, en réalité, cette histoire de volontariat-là se cache les soldats membres de l'OTAN qui, eux, ils connaissent les systèmes d'armes occidentaux. Ces systèmes d'armes occidentaux, c'est eux qui maîtrisent. Et donc, quand ça va en Ukraine, c'est eux qui prennent soin de ça pour ne pas que ça tombe dans les mains des trucs de l'armée russe.
Et comme ils savent que les Ukrainiens, les soldats ukrainiens, ils vendent certaines armes, les armes sensibles qu'ils envoient, ils sont là-bas, c'est eux-mêmes qui pilotent ça, pour ne pas que les Ukrainiens les vendent au marché noir, parce que c'est des gens, ils ne gagnent pas leur salaire, ils sont au front, mais il n'y a pas de salaire. Donc quand les armes lourdes viennent comme ça, ils font business pour se faire payer sur le terrain. Et donc quand ça va comme ça, comme les Occidentaux ont su ça, les Américains ont su ça, quand les armes vont, ils ne laissent plus ça dans les mains des Ukrainiens, c'est eux-mêmes qui dirigent les choses. Et puis ils portent des tenues ukrainiennes. Ils disent non, ce sont les Ukrainiens qui pilotent ça, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui sont sur le terrain. Donc, voici un peu ce qui se passe. Voici un peu ce qui se passe. Donc, Kiev, vraiment, s'est jeté dans la gueule du loup. Ils ne peuvent pas mener de contre-offensive pour reprendre le truc en Kherson. Ils sont conscients, mais je ne sais pas. Ils veulent séduire le peuple ukrainien, ils veulent séduire le monde, que non, ils peuvent faire quelque chose. En réalité, ils ne peuvent rien faire. Résultat, ils sont là réduire leur armée. Résultat, je pense qu'il y a beaucoup de mercenaires qui ont été anéantis aujourd'hui. Beaucoup de mercenaires qui ont été anéantis. Parce que les artilleurs russes ont mené des frappes de haute précision. Des missiles ont décollé de la mer Noire. Des missiles de haute précision pour frapper les positions ukrainiennes. Des avions ont décollé. Ils n'ont même pas laissé les Ukrainiens faire quoi que ce soit. Ils les ont laissés. Dès qu'ils voient, ils ont dit, ah, attends, on va les mater. Ils ont fait une bouchée en moins de 5 heures de temps. Beaucoup de trucs. Les Ukrainiens ont commencé à fuir. D'autres ont commencé à laisser trucs sur le terrain de trucs, le champ de bataille, ils commencent à fuir. D'autres ont replié. Ils ont replié. Ils ont commencé à courir. Chacun se cherche. Ils voient que non. Là. Kherson, où on leur avait promis Kherson, les armes modernes, européennes, ils vont pouvoir... Non. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont lancé des missiles sur les ponts. Les 2 ponts qui coupent au truc Kherson à Nikolaev en fait. Leur objectif, ils voulaient isoler l'armée russe qui est de l'autre côté de la Dniepr. Cette eau qu'on appelle Dniepr, c'était pour les isoler. Et ils allaient les encercler, ils disent 20 000 personnes, les encercler pour les mater. Mais attendez, donc la Russie va vous laisser encercler 20 000 hommes, 20 000 militaires russes, sans agir. Mais vous rêvez ou quoi? J'ai l'impression que les Ukrainiens, ils rêvent, les Occidentaux, ils rêvent. Quand ils parlent, j'ai l'impression qu'ils pensent que non, la Russie est une petite armée. Mais non. C'est qu'ils ont rêvé de ça, en fait. Donc, ils disent non, ils allaient couper les 2 ponts, comme ça, la Russie, les troupes russes n'allaient plus avoir des trucs de renfort, et ils allaient encercler les 20 000 trucs russes qui sont de l'autre côté du fleuve, pour les mater ou bien les arrêter, pour faire 2 prisonniers. Ah, c'est comme ça on fait des trucs prisonniers. Ah, mais arrêtez quand même. En retour, c'est vous maintenant qui fuyez. Sauf qui peut. Vous n'avez pas encore pu les arrêter, vous fuyez, vous partez où? Mais allez-y, libérez Kherson. Dans 10 jours, il y a un référendum. Allez-y, libérez Kherson. Je sais que comme ils ont échoué, ils vont s'en prendre à la centrale nucléaire. C'est ça, ils vont commencer à bombarder. Mais c'est clair. Comme ils ont essayé de l'autre côté, c'est un échec au total, ils vont s'en prendre à la centrale nucléaire pour commencer à bombarder ça matin, midi et soir, pour créer cette histoire de radioactivité. Et comme ça, ça va empêcher, parce que toute la région sera affectée. Et donc, ça va empêcher le référendum d'avoir lieu. Et donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour parvenir à leur fin. C'est tout. Donc, voici un peu le truc. Cette opération spéciale, je ne pense pas que les Européens, ils crient. Mais ça, c'est un truc de faiblesse. C'est un truc... D'autres disent, pourquoi les Russes ne vont pas vite, ils vont pas vite. Mais vous savez que cette opération a besoin de beaucoup d'argent. S'ils vont vite, non seulement ils vont perdre beaucoup d'hommes, parce que quand ils lancent une offensive,
Vous, pour vouloir prendre les villes, voilà, c'est ce que les Ukrainiens ont fait, non? En moins de 5 heures de temps, vous avez vu. 560. Il se peut que même ceux qui se font soigner là, beaucoup vont faire truc, beaucoup vont douf. Quand je dis douf là, vous comprenez, hein? Beaucoup vont encore perdre leur vie. Donc d'ici, ils vont dire demain, ça peut atteindre le chiffre de 600 militaires qui auraient laissé leur vie dans cette histoire d'opération. Est-ce que vous comprenez? Donc une opération où tu veux aller pour atteindre tes objectifs le plus tôt possible, mais tu vas perdre beaucoup de soldats. Parce qu'il faut une offensive de masse. Or, le soldat ukrainien qui est caché dans son trou, avec sa Kalachnikov, il peut allumer 10 personnes. Parce que lui, il est caché là, il connaît son trou. Toi qui viens là, tu ne sais pas qu'il est là. Tu ne sais pas qu'il y a un trou où il y a quelqu'un qui est caché. C'est quand il tire, tu dis, oh, il y a quelqu'un. Mais d'ici, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un, il t'a déjà enflammé. Et donc, c'est ton ami qui est derrière là-bas là, qui va savoir que non, il y a quelqu'un. Mais si vous étiez 3 devant, il vous allume et c'est lui qui est au loin là-bas qui va voir le mouvement, qui sait que donc il y a un danger là-bas. C'est lui maintenant qui va essayer d'anéantir le danger. Donc, vous comprenez. Alors, pourquoi la Russie fait doucement? Elle fait doucement avant d'avancer. Elle frappe avec la tirée. Elle frappe, elle frappe, elle frappe. Et quand ils sont convaincus que les troupes ukrainiennes qui étaient cachées là, dans des endroits fortifiés, et que ça a été détruit, les troupes avancent pour avoir moins de pertes. Et donc les Occidentaux, ils crient, oh, mais non, c'est une autre stratégie. Eux, ils veulent que les Russes aillent nombreux pour perdre beaucoup de soldats. Non, la Russie fait doucement, doucement mais sûrement. Sinon, la Russie pouvait utiliser son aviation pour frapper avec un bombardement massif, mais l'objectif c'est quoi? Elle veut libérer les villes des mains des trucs et elle va encore bombarder massivement pour tuer beaucoup de trucs de civils. Mais si elle fait ça, mais les civils vont se retourner contre Poutine, vont se retourner contre les Russes. Et donc la haine, c'est-à-dire l'amour va se transformer en haine. Et donc c'est ce qu'il ne veut pas. Voilà pourquoi ils font doucement, doucement, doucement. Voilà pourquoi l'opération est lente en fait. Est lente. Sinon, si ce n'était pas ça, si ce n'était pas un peuple frère, et que c'était un autre peuple il y a longtemps, la Russie aurait déjà détruit toute l'Ukraine. Les Russes, ils n'agissent pas comme les Européens parce que les Européens, ce n'est pas leur problème. Ils savent que les Ukrainiens, ils n'en ont rien à foutre des Ukrainiens. Que les Ukrainiens meurent ou pas, ce n'est pas leur problème. Voilà pourquoi ils donnent un truc, ils donnent des armes, ils donnent de l'argent et puis ils excitent les Ukrainiens à faire la guerre aux Russes. Parce que pour eux, c'est une manière d'affaiblir la Russie. Puisque eux-mêmes, ils savent que si eux-mêmes ils rentrent dans la danse, la Russie ne va pas avoir pitié d'eux. S'il faut laguer des bombes puissantes, la Russie est capable de frapper fort. Donc ils savent, ils comprennent l'enjeu. Mais ils savent qu'en se cachant derrière les Ukrainiens, la Russie ne va pas frapper comme elle devrait frapper, puisque c'est deux peuples frères. Et donc, ils se cachent derrière l'Ukraine et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Sinon, si ce n'était pas le cas, il y a longtemps, ils sont rentrés dans la danse. Il y a longtemps, ils allaient rentrer dans la danse. Ils allaient crier à l'ONU, non, on n'utilise pas l'arme atomique, voilà, on veut une guerre conventionnelle, ceci, cela, pour des garanties, pour ne pas que ça rentre dans une guerre atomique et tout. Mais ils allaient rentrer dans la danse, je vous le jure. Mais ils savent que s'ils rentrent dans la danse, c'est pas cette force que la Russie va utiliser. Elle va utiliser d'autres missiles, d'autres frappes massives sur les pays européens. De la manière, elle aussi, elle va recevoir en retour des frappes venant des pays occidentaux. Elle aussi va riposter avec un truc, avec violence. Et donc, ils comprennent que la violence ne sera pas la même de la manière dont ça se passe en Ukraine. Voilà pourquoi ils se cachent derrière les Ukrainiens. Ils se disent, en se cachant derrière les Ukrainiens, les Russes ne vont pas agir de la manière ils allaient agir si nous, on rentrait ouvertement dans la danse. Voilà pourquoi ça traîne, ça traîne. Et quand Poutine, il facilite les Ukrainiens qui vont en Russie de travailler sans aucune carte de séjour, voilà, vous comprenez l'amour qu'il a pour le peuple. Est-ce que les Européens qui disent qu'ils aiment les Ukrainiens, quand ils viennent en Europe ici, ils ne travaillent pas directement. Hein? Ils font demande de carte de séjour. On ne leur permet pas de travailler directement en Europe.
quand ils viennent, ils font demande de carte de séjour d'abord. Si tu n'as pas carte de séjour, que tu es ukrainien, Atia, tu ne peux pas travailler comme ça. Soit tu travailles au noir et tout. Mais si Poutine permet aux Ukrainiens de travailler en Russie sans aucune carte de séjour, vous comprenez la différence. Voilà. Vous comprenez qui aime qui en réalité. Et en Russie, depuis le début des opérations spéciales, il y a déjà eu au moins 3,600 000 Ukrainiens. Donc 3 600 000 Ukrainiens qui sont partis sur le territoire russe en fait. Donc 3 600 000 Ukrainiens qui ont immigré sur le territoire russe. Sans compter les Ukrainiens qui vivent dans les parties libérées déjà par la Russie. Et avant les opérations spéciales, il y avait 5 millions d'Ukrainiens sur le territoire russe. Donc vous comprenez, la Russie est en train de prendre la population ukrainienne. Donc imaginons les 5 millions d'Ukrainiens qui travaillaient en Russie, qui vivaient en Russie avant les opérations. Et 3 600 000 se sont ajoutés à Tia, ils ont fui pour aller là-bas. Donc quand vous les additionnez à Tia, ça fait au moins 9, 8 millions et plus un truc, peut-être ça fait 9 millions. Est-ce que vous comprenez? Ça fait au moins 9 millions. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, les partis libérés là, il y a combien de millions là-bas? Il y a combien de millions là-bas? Donc si on les associe, mais la Russie gagne le jackpot. Mais derrière, les Russes vont augmenter de au moins 15 millions. Donc, ils vont prendre au moins des Ukrainiens au sein de l'Ukraine. 15 millions d'Ukrainiens pour les mettre en Russie, du côté russe. Et ils vont les contrôler. Et ils n'ont pas encore fini de libérer les villes. Ça veut dire à chaque fois qu'ils libèrent, ils augmentent le nombre d'Ukrainiens au sein de la Fédération de Russie. Donc, si la Russie, c'était 50 millions d'habitants, 150 millions, d'ici les opérations vont prendre fin, il se peut que la Russie soit à au moins 160 ou à 170 millions d'habitants en prenant au moins 15 millions ou 20 millions d'Ukrainiens au sein de l'Ukraine. Donc c'est Zelensky le toutou. Parce que non seulement qu'on compte déjà, les Russes, je pense qu'ils ont déjà au moins 15 millions d'Ukrainiens qu'ils ont sous la main. Maintenant, il y a 7 millions d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine pour venir en Occident. Donc, quand vous les calculez là, ça fait au moins 20 millions d'Ukrainiens qui ne sont plus dans leur pays. Oh, ils sont 45 millions. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on veut bien voir, Zelensky, il va avoir au moins sous la main 25 millions d'Ukrainiens. Et avec les années à venir là, puisque l'Ukraine est détruite et tout, des gens n'auront plus de boulot. Beaucoup vont aller en Russie encore, d'autres vont fuir pour venir en Occident. Et donc, pour finir, l'objectif qu'ils voulaient atteindre, c'est pour faire fuir le peuple ukrainien. Donc, tous ces cerveaux ukrainiens, ils vont fuir l'Ukraine. Et l'Ukraine va être un pays de misère. Ce sont les étrangers qui vont aller construire les trucs pour piller le pays. Donc, il va rien gagner. Tout ça là pour entrer dans l'OTAN. Quelles sont ces bêtises? Donc, ton pays se vide. Les habitants de ton pays fuient le pays parce que tu veux rentrer dans l'OTAN. Négocier, c'était bon, non? Tu pouvais négocier, rester au milieu, faire du business avec tout le monde. Et tu gagnes. Tu demandes aux opérateurs économiques américains, russes, européens de venir investir dans ton pays. Tu es ami avec tout le monde. Tu n'es pas de trucs... tu n'es pas contre qui que ce soit. Tu fais business avec tout le monde. Mais tiens, ton pays gagne. Au contraire, les gens allaient rêver d'aller là-bas pour travailler. Maintenant, tu te mets à dos l'autre, tu es avec celui-ci et tu es prêt. Ah, je vais aller en guerre totale parce que je vais rentrer dans l'OTAN. Quelles sont ces conneries-là? Oh, tu sais que ton peuple est divisé sur ce point-là. Donc, pour rassembler ton peuple, mais il faut prendre les bonnes décisions. Puisque des gens ne veulent pas que tu rentres dans l'OTAN, d'autres veulent que tu rentres dans l'OTAN. Mais pour éviter ça, tu dis, bon, écoutez, pour ne pas que mon pays se divise en deux, pour ne pas qu'il y ait une guerre civile, pour ne pas qu'il y ait le désordre, voilà, tu trouves un consensus entre eux tous pour gouverner et aller de l'avant. C'est comme ça un vrai dirigeant fait. Et puis, comme c'est un comédien,
Le mouvement encore en cours. Et lui, il cherche des gens, il dit, ils n'ont qu'à venir reconstruire son pays. Mais qui va aller investir là-bas et puis un missile va venir détruire? Tu vas construire et un bon matin, un missile frappe la construction, tout est tombé à l'eau. Et qui a l'argent pour aller gaspiller ça en Ukraine? Hein? J'ai l'impression que ce monsieur, il rêve dormir debout. Qu'il le quitte dans son sommeil pour comprendre que le monde, ce n'est pas comme ça. Donc, je pense que d'ici, ils vont dire le mois de truc vers le 20 du mois de truc en novembre. Non, du mois de septembre, il y aura un violent combat dans la ville de Nikolaev. Parce que les Russes ont décidé de prendre le contrôle de Nikolaev. Direction Odessa. Direction Odessa. Donc, ils sont à 10 km de la ville centrale. Et ça avance. Aujourd'hui, les frappes étaient trop sur Nikolaev. Les frappes étaient massives. Les avions de guerre, les hélicoptères décollaient de la Crimée pour frapper. Et l'armée, les forces aérospatiales russes, hein, la Russie les fait parachuter dans des villages proches de la ville pour mener déjà la bataille dans ces villages et les forces terrestres avancent. Et donc, c'est chaud en fait vers la ville de Nikolaev. Les Russes ont décidé d'attaquer Nikolaev. Et quand ils vont prendre le contrôle de Nikolaev, Odessa, là, vous allez voir. Odessa, il y aura 2 fronts. C'est-à-dire, il y a eu une portion de Moldavie qu'on appelle Transnistrie. Ça, ce sont des pro-russes qui sont là-bas. Et il y a un grand dépôt d'armes russes qui fait 20 000 tonnes. Je dis bien 20 000 tonnes de trucs d'armes. C'est le plus grand dépôt d'armes en Europe. Donc, ce petit pays-là, c'est devenu un pays est armé jusqu'aux dents. Eux, là, ils font frontière avec Odessa de l'autre côté. Quand la bataille d'Odessa va commencer, vous allez les voir, ils vont se révolter là-bas, ils vont attaquer de l'autre côté, les Russes vont attaquer d'ici, et c'est fini pour Odessa. C'est fini. La Roumanie ne peut pas venir aider, parce que ça sera comme un pays belligérant directement. La Moldavie, un petit pays, ça ne peut pas aussi rentrer dans la danse. Et donc, ça sera mou pour Odessa. Donc, si Zelensky il est intelligent, avant que cela ne dégénère, ou bien avant que Odessa ne soit pris, il devrait quand même négocier. Les Russes viennent d'augmenter leur effectif dans le Donbass de 60 000 hommes. En ce moment où je vous parle, les Kékènes sont en train de débarquer là-bas. Il y a eu 60 000 militaires, en dehors des autres militaires qui étaient déjà sur le terrain. Objectif, prendre Nikolaev et arriver à Odessa avant l'hiver. Et donc, ils préparent une offensive de grande envergure. Et les Ukrainiens, ils ont tenté de les titiller. Ils ont été anéantis. Ils mènent leur contre-offensive sur Nikolaev, direction Odessa. Donc, d'ici, ils vont dire décembre à Tia. Odessa sera atteint. Odessa sera atteint. Et une fois que c'est atteint, mais c'est fini. L'Ukraine ne pourra plus manœuvrer. Et les véhicules de l'OTAN, des pays membres de l'OTAN, ne sont pas adaptés au terrain ukrainien. Parce que là-bas, là, c'est un pays où il fait beaucoup froid. Ici, dans les autres pays européens, mais c'est pas, la fraîcheur n'est pas assez élevée. Et donc, leurs véhicules risquent de s'embourber dans la boue. Hein. Pour avancer, ça va avoir des problèmes et tout. Donc, les Ukrainiens n'auront plus de marge de manœuvre. Or, les Russes, ils ne vont pas attendre ça. Parce que quand Poutine a lancé l'offensive, il n'a pas attendu à ce que le soleil vienne pour lancer. Hein. Lui, il faisait froid et puis il a lancé. Donc, les Russes, ils vont continuer quand même. Parce qu'eux, ils sont habitués. C'est un pays où il y a la neige tout le temps. Donc, ils ont des véhicules, des trucs de neige et tout. Ils peuvent envoyer ça sur le terrain pour continuer s'il neige. Pour continuer leur mouvement. Ils vont ramasser les soldats de la Sibérie qui sont habitués à la neige pour dire allez-y mener les opérations. Et ceux qui ne sont pas habitués à la neige de replier en Russie pour aller se reposer. Et c'est comme ça. Or, l'Ukraine bombarde la centrale. L'objectif, c'est de pousser les troupes russes à quitter la centrale. C'est-à-dire, en créant cela, l'AUEA, c'est-à-dire l'agence atomique d'énergie, l'agence atomique d'énergie va demander
à la Fédération de Russie de démilitariser la zone et de laisser cette agence prendre le contrôle de la centrale nucléaire, afin que les spécialistes ukrainiens travaillent convenablement en sécurité et tout. Donc l'objectif visé par Kiev, c'est d'empêcher la Russie de déconnecter la centrale nucléaire des villes ukrainiennes en fait. Donc en bombardant ça, ça va mettre en danger le monde. Et ça va, je dis le monde, ça va mettre en danger l'Europe. Et donc les Européens vont utiliser ça pour dire non, les Russes n'ont qu'à quitter la centrale, ils n'ont qu'à laisser, et que l'agence soi-disant, la police de l'ONU, côté agence atomique d'énergie, va venir s'occuper de la centrale et tout. Et donc, ça ne va pas être sous contrôle ukrainien, sous contrôle russe, mais ça sera des spécialistes ukrainiens qui vont travailler là-dedans. Comme ça, la centrale ne sera pas coupée de l'Ukraine. Et ça va toujours donner de l'énergie à l'Ukraine. Parce que si les Ukrainiens ne font pas ça, les Russes vont couper l'alimentation qui va en direction de l'Ukraine. Donc voilà ce qu'ils visent. Donc si cela ne voit pas le jour, c'est-à-dire les agents de l'AUA, de l'AUA, ils ne prennent pas le contrôle total de l'Ukraine pour faire cela, et que les Russes coupent l'énergie du côté de l'Ukraine, eux ils vont provoquer un truc de radioactif. C'est-à-dire, si vous ne nous donnez plus l'électricité, la centrale, vous n'allez pas contrôler, on va détruire ça. Et nous tous, on va être truc. Puisque les Ukrainiens, ils sont conscients. Ils savent que là où la centrale est là, ils n'en ont rien à foutre parce que les peuples qui vivent là-bas, ce sont des russophones, en fait. Ce sont des russophones. Et que le gouvernement central n'a rien à foutre de ceux-là. Ils savent que ces gens-là, ils soutiennent les Russes. Même si les Russes n'ont pas encore pris Zaporizhzhia totalement, ils savent que Zaporizhzhia est situé dans une zone où il y a des russophones. Ils savent que Kherson n'est pas loin. Et Kherson est déjà sous contrôle russe. Et les gens de Kherson, ils copiaient les Russes. Ils savent que Nikolaev, tôt ou tard, si les Russes... Donc, ils vont créer ce problème de nucléaire. Comme ça, les gens qui vont mourir... D'abord, mais ce sont les pro-russes qui seront en danger, qui font ça en haut là-bas. Donc, eux, ils n'en ont rien à foutre. C'est ça leur objectif, c'est ça leur vision en fait. Et les Européens qui les aident, eux, ils se disent, eux, ils sont loin, leurs pays sont loin, donc ils n'en ont rien à foutre. Voilà leur objectif en fait. Et donc, les Russes, étant conscients de ça, ils font doucement. Voilà pourquoi ils n'ont pas encore lancé de trucs de contre-offensive sur Zaporizhzhia. Parce que s'ils lancent une offensive sur la ville, les Ukrainiens vont s'en prendre à la centrale en fait. Et donc pour eux, la centrale est devenue une arme sur laquelle ils peuvent jouer pour pousser les Russes à ne pas agir de ce côté-là. Et quand ils bombardent, ils accusent les Russes de s'auto-bombarder. Mais les gens commencent à comprendre que toutes les accusations ukrainiennes disant que non, c'était les Russes qui bombardaient, c'était des mensonges. Et que ces bombardements venaient de la part de l'Ukraine. Mais l'Occident, comme l'Occident soutient l'Ukraine, ne veut pas dire au monde entier que non, c'est l'Ukraine qui bombarde. Cet Occident plutôt préfère accuser la Russie. L'objectif, c'est de ternir l'image de la Russie pour dire l'État russe, ce sont des voyous qui sont là-bas, ils sont irresponsables et qu'ils veulent provoquer une catastrophe nucléaire et pousser les pays du monde entier à détester la Russie. Voilà l'objectif au second qui est caché. Et donc, c'est eux encore qui encouragent les Ukrainiens à agir cela, agir de la sorte en fait. Donc, en agissant de la sorte, ils font des tapages médiatiques. On appelle ça la guerre de communication. Et donc, ceux qui ne sont pas trop intelligents, ils vont tomber dans le piège. Beaucoup vont penser que ce sont les Russes. Et ils vont utiliser ça de façon diplomatique pour convaincre des États qui, eux, ont des dirigeants qui ne comprennent rien, à les convaincre pour dire, voilà, les Russes, ce sont des irresponsables, c'est des gens, ils causent une catastrophe nucléaire, ils mettent des armes lourdes pour bombarder, pour engendrer un truc, provoquer un truc nucléaire. Et donc, beaucoup commencent à voir que non, c'était des mensonges, et que tout ce qu'ils ont dit, non, des gens se posent des questions et ils ont compris. Ils ont compris. Ce sont les Russes qui disent
que les agents de trucs de l'AUA, les agents de l'AUA n'ont qu'à venir dans la centrale. Mais les Ukrainiens multiplient les bombardements pour les empêcher d'y aller. Et en retour, ils vont dire non, ce sont les Russes qui les empêchent. Parce que les Russes ne veulent pas que les gens y voient ce qu'ils ont fait, ceci, cela. Parce que s'ils rentrent là-bas, ils vont savoir d'où viennent les missiles qui ont frappé. Ils vont savoir, parce que ce sont des experts. Ils sauront d'où viennent les frappes en fait. Parce que quand un missile frappe, même si tu n'es pas un spécialiste, tu sais d'où vient le truc, le projectile. Voilà. Quand quelqu'un il lance un caillou, tu sais d'où vient le caillou. Et le caillou, si ça vient du côté que tu ne contrôles pas, tu sais que lui qui contrôle ce côté-là, mais c'est son côté. Donc automatiquement, tu sais que c'est lui qui a lancé ça. Et les trucs en missiles qui sont utilisés pour frapper l'endroit, ils sauront quel genre de missiles. Parce qu'il y aura des débris, ils vont analyser ça, ils sauront que non, ces missiles-là, ce ne sont pas des missiles russes, que ce sont des missiles occidentaux. Et donc, les Russes n'ont pas les missiles occidentaux pour utiliser ça pour frapper. Et donc, c'est ça là, c'est l'enjeu en fait qui est en jeu. Mais comme ces occidentaux ne sont pas aussi clairs, ils sont capables, les experts qui vont là-bas, ils sont capables de voir la vérité et venir mentir pour dire autre chose. Pour dire on est parti parce qu'ils vont là-bas. Ce n'est pas d'eux-mêmes, hein, ce sont les gouvernements occidentaux et tous les Américains qui les envoient. Donc, est-ce que ce qu'ils vont voir, ils vont réellement dire la vérité? Ils sont capables de voir la vérité et dire autre chose pour mentir, pour satisfaire leur gouvernement, c'est tout. AUA, voilà, Agence internationale d'énergie atomique, ouais, c'est ça. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, sur ce, on se laisse partager le direct et permettre aux gens de voir ce direct pour s'informer. Ouais. Et donc, on est ensemble. C'était l'incontournable guerre compris. Vive tout le monde. Que le bonheur soit dans le cœur de chacun de nous. On est ensemble. Ciao.